Merci, monsieur le député. La parole est à madame Marie-France Laureau pour les non-inscrits et pour une durée de 5 minutes. Monsieur le ministre, madame le rapporteur, je tiens à vous le dire, comme parent d'élèves, je suis très favorable à la possibilité de chasser les écrans dans les cursus du primaire et du collège. Votre texte serait donc un pas symbolique certes, mais une avancée qu'il convient de saluer. Toutefois, il pose un certain nombre de questions que nous ne pouvons pas exclure de la discussion générale. D'abord, une question générale sur la liberté pédagogique. J'ai posé un certain nombre d'amendements qui cherchent à rappeler que si, à titre personnel, cette mesure me convient parfaitement, je pense que cet accord ne doit pas devenir une norme. En effet, il devrait revenir avant tout aux parents, dans un cadre élémentaire de respect des principes fondamentaux de notre pays, de décider quelle pédagogie et quel règlement ils souhaitent pour l'école ou le collège de leurs enfants. C'est pourquoi je propose de changer la formulation du texte en passant du comminatoire à l'incitatif. La liberté des écoles et des collèges doit être celle des pratiques réglementaires, d'une latitude offerte sur le régime des sanctions et des récompenses. Ainsi, la médisance et la violence des élèves entre eux ne datent pas des smartphones. Elle a certainement beaucoup plus à voir avec la dégradation de l'autorité et de la disparition d'une certaine verticalité dans la transmission du savoir. D'autres éléments de votre rapport m'intéressent au plus haut point. Vous notez avec pertinence les coûts démesurés de ces appareils et la ségrégation sociale engendrée par les comparaisons entre élèves. Qui pourrait vous donner tort? Et sous un autre aspect, comment ne pas saluer le combat courageux de ceux qui rappelèrent que l'uniforme, l'ordre, les méthodes traditionnelles constituaient un trésor de pédagogie dont l'esprit de mai 68 nous privait malheureusement. Je pense donc que c'est cette liberté qui manque à notre éducation nationale, une liberté qui est appliquée dans tant d'écoles, notamment appartenant au hors contrat, et qui doivent sans cesse lutter contre les passions idéologiques jacobines. J'en viens à cet aspect car il fait partie du rapport de ma collègue en préambule du texte. Ce dernier note que l'élève risque de s'enfermer dans une bulle du fait de sa concentration sur son téléphone portable. Et chacun sait à quel point ces petites choses peuvent être addictives. Mais j'aimerais aller plus loin dans notre débat. En réalité, les téléphones portables et leur usage désordonné ne viennent qu'intervenir dans un schéma complet du rapport entre l'institution scolaire et lui-même. À force d'avoir voulu faire des élèves des sujets d'éducation autonomes et plus des membres d'un tout qu'il convient d'instruire, ce sont les écoles et les collèges eux-mêmes qui ont fait prospérer cet individualisme dans le primaire et dans le secondaire. N'allons pas jeter la faute sur les seuls instruments plutôt que sur les causes. Quand on lit ainsi dans l'exposé les motifs, je cite, « Par ailleurs, l'usage des téléphones portables est à l'origine d'une part importante des incivilités et des perturbations des établissements, casses, raquettes et vols. On ne peut que s'inquiéter. Ce ne sont pas les téléphones qui sont la cause de la violence, c'est le laxisme, l'ensauvagement de la société, la dépréciation de la place des adultes et des détenteurs de l'autorité qu'il est. Nokia ou Apple ne sont pour rien dans ces phénomènes. Et l'on ne parviendra à rien si l'on essaye de transformer une batterie en lithium en bouc émissaire. Je pense d'ailleurs qu'il convient toujours de nous souvenir que les enfants appartiennent à leurs parents, que ces parents sont les responsables de l'éducation de leurs enfants et qu'ils ne font que consentir à déléguer une partie de cette éducation à l'institution scolaire. Pour qu'ils continuent à y consentir, je crois qu'il est bon que l'école et le collège se tiennent le plus éloignés possible des idéologies et des partis pris. Je dois donc vous avouer ma crainte sur l'article 2 nouveau, introduit par amendement. En effet, je pense qu'il n'y a rien de plus troublant que de faire croire à nos enfants que l'État est dispensateur de la vérité. L'État n'a aucune vérité à procurer. Il n'est que le fonctionnaire de la société et des idées, des débats et des désaccords qui le traversent. Les consignes transmises par l'Éducation nationale prendront-elles cette neutralité en compte? Vu ce que nous devons entendre dans cet hémicycle sur les fake news, nous sommes en droit de nous en inquiéter. Que dire d'ailleurs des outils possibles de cet apprentissage? On sait aujourd'hui, les GAFA rémunèrent directement les personnes chargées de prononcer notes et avis sur la pertinence des sites d'information. Est-ce à cela que nous voulons conduire nos enfants? L'exposé des motifs de la proposition de loi cite à raison les ravages de la consultation et de la diffusion de la pornographie sur le biais de ces téléphones. Chacun connaît le mot de Solzhenitsyn sur la question. On soumet un peuple plus facilement avec le porno qu'avec le goulag. Mais chacun sait que la question ne se réglera pas du tout avec la fin du téléphone dans les cours des écoles et des collèges.
C'est à une vraie judiciarisation de ce business que nous devons en appeler pour préserver des enfants qui commencent à regarder ces contenus à partir de 10 à 11 ans. Un dernier mot enfin, je pense que ce texte en appelle un autre. En effet, il n'y aurait aucun sens à ce que la majorité cherche louablement à exclure les portables de l'école tout en investissant l'avantage d'écrans ou de programmes dits connectés. Le numérique est assez présent dans la société pour ne pas en surcharger les salles de classe. Aussi, j'imagine qu'après ce texte, vous en viendrez à une présentation d'une politique de rationalisation de la présence des écrans en classe. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la députée.